Jean-Baptiste Kassekwa, bienvenue. Merci, Jean-David. Alors, tantôt vous demandez que les Congolais se mettent autour d'une table pour dialoguer. De l'autre côté, le gouvernement est au niveau de Doha et au niveau des États-Unis. Alors, Doha et États-Unis ont court-circuité vos démarches de pacte social. D'abord, il faut dire que la déclaration conjointe de Doha entre les M23 et les représentants de la RDC, de même que la déclaration des principes de Washington, sont deux preuves que finalement Félix a abandonné l'option militaire pour s'inscrire dans l'option de négociation, ce qui est une bonne chose, une avancée. Il y a longtemps que des sages du Nord Kivu lui avaient prodigué ces petits conseils avant même que Bunagana ne tombe sous contrôle des agresseurs, que s'il aurait anticipé, eh bien, on n'aurait pas connu autant de morts, on n'aurait pas connu la destruction des vies humaines, de l'économie de Goma, de Bukavu, on ne serait pas là. Alors, plusieurs initiatives de paix, plusieurs initiatives de médiation tuent la médiation. Et nous, à l'ECD Lamuka, nous continuons à plaider que toutes les initiatives soient fusionnées en une seule, pilotée par 5 SCC, et que Doha, Washington, Union africaine, mécanisme SADC et EAC viennent en appui à l'initiative pilotée par nos pères spirituels. Et peu comme en Afrique du Sud, en 2002, il y avait une équipe de médiation et tous les autres venaient en appui dans le cadre du comité international d'accompagnement. Et donc, est-ce que l'on veut court-circuiter? C'est ici l'occasion de parler franc aux Congolais. L'initiative actuelle, Jean-David, n'est pas la toute première intervention des États-Unis dans les initiatives de paix dans notre pays. Nous avons une expérience de beaucoup de rendez-vous manqués. Avec les États-Unis. Avec les États-Unis. Je vais rappeler 3 initiatives. L'initiative dite de San Gideon, le processus de Rome, avec la question des FDLR. Ce sont les États-Unis qui ont été à la manœuvre et ils ont donné des promesses. Des promesses allant déjà que, par exemple, de la même manière qu'à 59, beaucoup d'États avaient aidé à l'encadrement des réfugiés, à majorité Tutsi de l'époque. Les États-Unis avaient promis qu'ils allaient aider, par exemple, à aller scolariser, à aller orienter des jeunes réfugiés Hutus du Rwanda aux États-Unis et dans d'autres pays de l'Occident. Et tous ces réfugiés étaient d'accord, ils ont fait la déclaration de Rome du 31 mars 2005. Mais par la suite, les États-Unis ont complètement oublié leurs engagements. Le processus de Nairobi de novembre 2007, il y a eu un communiqué signé entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis au sujet de la question des réfugiés rwandais vivant en RDC depuis 1994. On a défini plusieurs options données à ces réfugiés-là. Malheureusement, au même moment que ce communiqué de Nairobi est signé sous l'égide des États-Unis, le 9 novembre 2007, dis-je, un mois après, le 10 décembre 2007, le Rwanda et le CNTP endeuillent le peuple congolais par l'attaque de Mouchaki. Plus de 2000 militaires tués, des millions, des dizaines de tonnes de matériel militaire emportés au Rwanda. Et les médiateurs États-Unis ne disent rien. C'est ce qui nous a conduit à la conférence de Goma de janvier 2008.
Troisième initiative manquée des États-Unis et une initiative de triste mémoire. Après la conférence de Goma, le CNTP se retire du programme à Maniléo. Le Rwanda prend le contrôle du quartier Rumangabo le 26 octobre 2008. La guerre avance jusqu'aux portes de Goma. Les États-Unis, sous le pilotage de l'ancienne sous-secrétaire aux affaires africaines, Janda Pfizer, présente un plan. Le plan qui a accouché de deux décisions graves. Première décision issue de cette initiative américaine, c'est l'opération Umoja-Wetu. C'est Janda Pfizer qui réunit la RDC et le Rwanda pour presque obliger à la RDC d'accepter que le Rwanda déploie ses troupes sur le sol congolais pour neutraliser les FDLR. Et nous connaissons tous les conséquences fâcheuses de la fameuse opération Umoja-Wetu. Deuxième résultat issu de ce plan américain piloté par Janda Pfizer, c'est le fameux accord du 23 mars 2009. Pour moi, les États-Unis sont les parrains et de l'opération Umoja-Wetu et du fameux accord du 23 mars 2009 avec tous les préjudices sur la RDC. Ce qui est plus grave, c'est que cet accord-là sera bafoué par la guerre du M23 de 2012. Curieusement, les États-Unis qui en étaient les parrains ne se sont pas imposés pour dire au Rwanda et au CNTP que non. Voyez comment le gouvernement congolais a appliqué l'accord du 23 mars à plus de 110%. Il n'y en a rien été. Bien au contraire, le Rwanda n'a pas été sanctionné. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas devant ce genre de scénario où, par Washington, on va à nouveau arriver à un accord entre le Rwanda et la RDC? On va tout à l'heure parler du contenu. Et cet accord Rwanda-RDC, dans la déclaration de principe, par exemple, au paragraphe 2, relatif à la sécurité, il est dit que les deux pays vont mettre en place un mécanisme conjoint de coordination de la lutte contre les groupes armés. Qu'est-ce qu'on sous-entend par un mécanisme conjoint de coordination de la lutte contre les groupes armés? Mécanisme conjoint entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que c'est une opération Umoja-Wetu bis dont les États-Unis ont été les parrains en 2008? Quelles en seront les conséquences sur l'état d'esprit des populations de Kivu qui ont été victimes de l'agression rwandaise jusqu'à ce jour? Donc, disais-je, est-ce qu'on ne s'achemine pas donc d'un côté vers cet accord-là par Washington, de l'autre, à partir de Doha, on s'achemine à nouveau vers un accord pire que celui du 23 mars 2009? Est-ce que ça aura été la solution? J'en doute, raison pour laquelle, de mon point de vue, une initiative interne pilotée par des Congolais demeure la voie à privilégier. Donc le pacte social. Le pacte social pour la paix et le vivre ensemble. Une autre faiblesse de l'initiative des États-Unis, premièrement, son objectif consiste simplement à sauver le régime de Félix Tshisekedi. À l'introduction, il est dit que l'objectif de la déclaration est de soutenir la voie vers la paix, la stabilité, l'intégration économique dans l'Est. Mais il n'y a pas que les M23 dans l'Est. Il y a les ADF. De juin 2024 à février 2025, rien que dans le secteur de Bapere, les ADF ont tué 1300 personnes dont les corps ont été enterrés et plus du triple dont les corps n'ont pas été retrouvés. Cette préoccupation menace ADF qui dure plus de 10 ans ne préoccupe pas Félix, ne préoccupe pas le régime de Félix pour aller persuader les États-Unis que fort de leurs moyens de renseignement, que fort de leurs leviers diplomatiques, ils peuvent nous aider à mettre fin au phénomène ADF. Ni les Kadeko qui en les Kodeko qui en les Touri, les Red Tabara dans les hauts plateaux de Fizi, les Mbororo dans les Ouélé. La seule menace
aux yeux du régime de Félix, c'est le M23. Parce que de tous ces 250 groupes agissant à l'Est, il n'y a que le M23 qui menace ouvertement de renverser Félix. Et les États-Unis viennent, non pas pour aider la RDC à retrouver la paix, mais pour sauver le régime Félix à survivre pendant les 3 ans. Mais est-ce que pour ça, il faut brader toutes les ressources minières de la RDC? Parce que le point 3 de l'accord parle effectivement de l'intégration économique régionale, c'est-à-dire une sorte de cogestion à 3 parties, investisseurs américains, le Rwanda où seront transformés les minéraux et la RDC qui sera les champs d'extraction. Bon, et ce n'est pas la première fois, déjà en 2003-2004, les Américains ont gagné Tenge Fungurume Mining en appui à l'initiative de paix. Mais quelques temps après, ils ont vendu Tenge Fungurume aux Chinois. Aujourd'hui, il n'est pas exclu que dans la position de faiblesse où se trouve la RDC, on leur octroie beaucoup de gisements miniers et pas forcément qu'ils vont y investir, mais après 3 ans, après 5 ans, 10 ans, ils vont revendre au plus offrant. Qu'est-ce que la RDC aura gagné? Il y a donc beaucoup de points. Au point 4, on parle du retour des réfugiés, des citoyens congolais réfugiés au Rwanda et dans d'autres pays, qui doivent rentrer, ce qui est une bonne chose. Mais on ne parle pas des réfugiés rwandais vivant en RDC qui doivent également retourner dans leur pays. Au point 5, on parle de la MONUSCO et des mécanismes régionaux. On dit que les 2 pays s'engagent à appuyer, à protéger la MONUSCO. On dit que la MONUSCO renforcée ainsi que les mécanismes EAC SADC devraient intervenir dans le cadre d'une force d'interposition. Qu'est-ce que ça veut dire? On va instaurer une force de troupes d'interposition. Qui sera là? Où? Donc, les Congolais ne doivent pas fermer les yeux. Et Félix doit avoir le courage que tous ces accords soient publiés. Parce que le Congo n'est pas une propriété privée, ce n'est pas une plantation que Félix aurait hérité d'une famille. C'est peut-être au nom de la paix. Donc, au nom de la transparence, tous les accords doivent être plus portés à la connaissance des Congolais, mais beaucoup plus un dialogue inclusif sous le leadership de nos pères spirituels va nous permettre de régler toutes les causes profondes des conflits plutôt qu'un arrangement particulier qui risque de nous surprendre. L'Ouganda va actionner d'autres groupes armés en Ituri et dans les Haut-Touélé pour que aussi la RDC signe un accord parti privilégié avec lui à l'instar de l'accord que le Rwanda va gagner. Le Burundi, l'Angola, tous les pays voisins, chaque pays peut actionner un groupe armé et finalement ce sera la décomposition de la RDC. Que tous les Congolais se mobilisent. Les Congolais, les pères spirituels ont proposé une piste très très salutaire. Félix devrait comprendre que le salut de la RDC est plus important que la simple survie du régime. Rien ne nous garantit que Kagame est sage. Ils appliquent la stratégie de stop and go. S'ils estiment que par Doha et Washington, ils gagnent plus, ils vont attendre, signer l'accord, mais attendre 2028. Félix sera hors jeu, le régime, nous serons appelés processus électoral à RDC, mais également Trump sera fait mandat. Et qui dit qu'à 2028-2029, le Rwanda ne pourra pas ressurgir pour nous lancer une guerre finale de la même manière que malgré l'accord de 2008 et l'accord du 23 mars 2009, sous l'initiative des États-Unis, en 2012, le Rwanda nous a lancé une nouvelle guerre. Donc ne soyons pas naïfs, ce n'est pas parce que Trump veut intervenir ou Boulos veut intervenir que par une baguette magique la paix sera là. Non. Merci. Construisons la paix ensemble avec tous les Congolais, avec l'initiative de nos pères spirituels. Merci beaucoup Jean-Baptiste Kasekwa Moindo de vos analyses si pertinentes. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Vous avez raison de nous suivre depuis Bukavu, Goma, Angola et presque partout. Restez branchés sur Télé 50.
tout à l'heure la grande édition de Christopher Ochoku. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 9h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt. Ciao, ciao.